Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je pense que d'autres étudiants vont peut-être se connecter à moins que vous ayez eu un autre cours en même temps. Je suis désolé d'avoir dû déplacer ce cours, mais en fait, il y a eu un problème technique. Je ne sais pas, le lien a disparu, le lien Zoom que j'avais mis, et donc personne n'a pu se connecter à l'heure prévue cette semaine. Bon, donc ça n'est pas très grave si un certain nombre d'étudiants ne sont pas disponibles pour la séance d'aujourd'hui, puisque, comme d'habitude, la séance sera enregistrée et donc accessible sur les endroits habituels sur le site du cours. Je voudrais, avant de commencer, vous indiquer, si vous ne l'avez pas vu, mais je vais faire aujourd'hui, je pense, oui, aujourd'hui, un, un envoi par l'ENT pour informer tous les étudiants. J'ai mis donc en ligne un document partagé dans lequel je vous invite à indiquer vos sujets de travaux personnels, le sujet de votre travail personnel. Donc, j'ai mis un lien sur le site du cours, vous irez voir si vous ne l'avez pas fait, qui vous permet d'écrire quel est votre sujet. Et c'est important pour moi parce que ça me permet d'avoir une liste complète et d'être sûr, lorsque vous m'envoyez vos mails pour me donner vos sujets, que je n'ai pas oublié, enfin, qu'il n'y a pas un mail qui s'est perdu dans les spams ou je ne sais quoi. Donc, c'est très important que vous pensiez à bien indiquer, à bien vous enregistrer sur cette liste. C'est une sécurité pour l'évaluation, pour être sûr que j'ai disons, c'est pour moi pour avoir une sorte de garantie d'une liste complète des étudiants et pour pouvoir vérifier quand la date limite d'envoi du sujet sera passée, vérifier si tout le monde l'a bien envoyé et éventuellement, puisque je vous demande aussi de me laisser votre adresse mail, si je vois que je n'ai pas reçu votre travail, eh bien, ça me permettra de vous écrire pour vous dire attention, je n'ai pas reçu votre travail, merci de me le renvoyer. Enfin, bon, voilà. Hein, donc, c'est pour cette raison que je vous ai demandé de faire ça. Alors, on va maintenant commencer. Je vais donc reprendre le PowerPoint que j'avais mis en ligne pour vous préparer à ce cours. Je vous avais donné aussi un texte très long, hein, bon, que vraiment, de toute façon, vous lisez cela uniquement si votre sujet personnel de recherche le justifie. Un texte très long mais passionnant d'un de mes collègues dont j'aime beaucoup les travaux, Jean-Michel Fortis, qui est donc lui spécialiste, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, je vous ai déjà donné une citation de lui au sujet de la linguistique cognitive, mais là il a fait un très long article, très complet, sur l'émergence de la notion de prototype, de la sémantique du prototype, de la catégorisation par prototype. C'est tout à fait passionnant. Je ne pourrais pas là revenir sur cet article dans tous les détails. Si vous avez le temps de le lire, c'est parfait. Sinon, ça n'est pas grave. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais là, moi, je vais vous présenter, disons, les éléments minimaux pour comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de prototype. Alors, on a vu la semaine dernière que, enfin, ce n'était pas la semaine dernière d'ailleurs, c'était il y a 15 jours, je vous ai expliqué il y a 15 jours que pour la catégorisation, qui est évidemment un phénomène à la fois psychologique mais aussi linguistique, c'est un phénomène psychologique parce qu'évidemment, on catégorise par à partir de tous nos sens. Hein. On a des catégorisations visuelles, olfactives, auditives, etc. Mais la catégorisation est particulièrement importante pour l'étude du langage parce que les mots dont nous disposons, en particulier les noms, sont eux-mêmes des catégorisations, hein, des pré-catégorisations. Ce sont des catégories. Hein, on l'a vu avec l'exemple des couleurs, je n'y reviens pas. Alors maintenant, une fois qu'on a compris qu'il y a une importance très grande de la notion de catégorisation en linguistique, il y a des applications évidentes de cette notion de catégorisation en linguistique, si l'on admet que beaucoup de mots sont eux-mêmes des catégories, et donc suscitent
à la fois les mots des langues naturelles suscitent des catégorisations et sont le résultat de catégorisation. Ils sont le résultat de catégorisation dans l'histoire de la langue considérée. Les locuteurs, à une époque donnée, les héritent ces capacités catégorisatrices, et puis en même temps, ce sont des instruments de catégorisation au moment où on les utilise. Bien. Alors, une fois qu'on a compris que la catégorisation est importante comme notion lorsqu'on étudie le sens, lorsqu'on étudie la sémantique, comment est-ce qu'on modélise, comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on définit la catégorisation? Alors, on la définit prioritairement, disons classiquement, selon un modèle qu'on appelle modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ou modèle aristotélicien, dont on a parlé la dernière fois, qui est le modèle peut-être le plus, disons, le plus intuitif. Quand on pense à une catégorie, qu'est-ce qui est dans une catégorie, on va donner des propriétés. Et on va dire, oui, si l'objet il a telle propriété, il est dans la catégorie. S'il n'a pas les propriétés, il n'est pas dans la catégorie. C'est ça la définition basique, classique des catégories. Alors, on a vu que c'est une définition des catégories qui est tout à fait nécessaire du point de vue, disons, scientifique. Mais au fond, ce mode de catégorisation ne reflète certainement pas notre façon naturelle de catégoriser et du coup ne reflète pas non plus la façon dont les langues naturelles catégorisent via la dénomination, c'est-à-dire via le lexique, puisque les catégorisations dont nous héritons par les dénominations dans une langue donnée, ce sont des catégorisations qui ont été faites par des êtres humains qui ont parlé ces langues antérieurement. Donc, elles sont bien le résultat de la façon naturelle qu'ont les humains de catégoriser, et non pas le résultat d'une opération consciente, très, très scientifique de catégorisation. Alors, comment est-ce qu'on voit que dans la catégorisation ordinaire, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes ne fonctionne pas? D'abord, on constate très facilement que les frontières des catégories dans l'usage ordinaire ne sont pas du tout nettes. Alors, je donne deux exemples, l'exemple des meubles et l'exemple des vêtements. Bon, on reviendra tout à l'heure sur un cas pour les meubles, mais si vous considérez une chaise, une table, etc., là, il n'y aura pas de problème. Vous n'hésitez pas pour savoir si meubles ou tables sont des meubles. Par contre, si chaises ou tables sont des meubles. Par contre, si vous prenez des mots comme des objets, comme un abat-jour, comme un piano, est-ce que c'est un meuble, un piano? Est-ce qu'un abat-jour de lampe, vous le mettez dans les meubles? Est-ce qu'une lampe même, est-ce que c'est un meuble? Bon, là on hésite. Le piano, on va dire oui, peut-être que pour un déménageur c'est un meuble, mais pour un pianiste, il va être plutôt dans la catégorie des instruments de musique. Bon, et puis dans les instruments de musique, certains peuvent être vus comme un meuble, mais d'autres non. Une guitare, par exemple, on n'hésitera jamais avec la catégorie meuble, alors que oui, pour un gros instrument comme un piano, on va pouvoir hésiter. Bien. D'ailleurs, on sait bien que dans certaines maisons, le piano sert surtout à faire joli dans la maison, il sert surtout de meuble, personne ne joue, mais on a un beau piano pour rendre un peu bourgeois l'appartement, enfin bref, passons. Donc, on le voit aussi pour les vêtements. Je donne souvent cet exemple. Est-ce qu'une ceinture, est-ce que des lacets de chaussures sont des vêtements? En général, on hésite pour ce genre de cas. Des chaussettes, est-ce que ce sont des vêtements? Oui, ce sont un peu des vêtements. On les met dans les catégories des accessoires. Maintenant qu'on a besoin de catégories très précises pour les ventes par Internet, notamment, pour les ventes en ligne, les magasins, les vendeurs ont besoin d'avoir des procédures de catégorisation qui soient efficaces pour faire en sorte que les clients trouvent facilement l'objet dont ils ont besoin. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Parfois, c'est un peu inefficace justement la catégorisation. C'est donc une opération qui est un peu délicate. Donc on sait que pour tout ce qui est vêtements
qui n'est pas, donc, pour lesquels on va hésiter dans toutes les catégories un peu limites de vêtements, on va les mettre dans accessoires. Hein, voilà, vous allez trouver les chaussettes ou je ne sais quoi, peut-être des lacets de chaussures dans accessoires. Et on sera gêné pour dire vêtements, c'est vêtements, mais ce n'est pas vraiment vêtements. Donc on comprend que les frontières des catégories dans la langue ordinaire ne sont pas nettes. Il y a des cas d'ailleurs un peu curieux, vous voyez par exemple une clé. Dans les hôtels, maintenant, la plupart du temps, les clés, ce sont des cartes, hein, qui ressemblent à des cartes bleues, des cartes pour ouvrir les portes. Bon, on parle quand même de clés, et pas de cartes. Bon, alors est-ce que la catégorie des clés, vous voyez, on est gêné là, mais on est gêné quand on réfléchit aux frontières de la catégorie. Mais dans l'usage ordinaire, on n'est pas gêné du tout. Hein. Le gérant de l'hôtel qui va vous dire « Tenez, voilà votre clé » en vous donnant une carte, ben, ça ne vous choque pas. Ça ne vous vient pas à l'esprit de lui dire « Mais ce n'est pas une clé que vous me donnez, c'est une carte. Hein. » Comme si, je ne sais pas moi, comme si un boulanger, il disait « Voici votre baguette » et qu'à la place d'une baguette, il vous donnait une tarte. Bon, là, vous diriez « Mais non, mais ça, ce n'est pas la bonne catégorie. » Bon. Donc, les frontières de nos catégories ne sont pas nettes dans les usages ordinaires, mais ça ne nous dérange pas, en fait. On n'a pas besoin, dans l'usage ordinaire, de catégories très nettes. Au contraire, on a besoin de catégories un peu floues pour pouvoir manipuler sans trop de difficultés des choses qui sont aux frontières de la catégorie. Alors, ça veut dire aussi que les catégories ne sont pas homogènes, c'est-à-dire que certains membres de la catégorie sont de meilleurs représentants de la catégorie que d'autres. Par exemple, on vient d'en parler, hein, une chemise, un pantalon, un manteau, ce sont des bons membres, des bons représentants de la catégorie vêtements, alors qu'un lacet de chaussure ou une ceinture, c'est un moins bon représentant de la catégorie vêtements une veste, une chemise, etc. Même chose pour les meubles. Bon. Et puis, enfin, certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées. Hein. On le verra avec la catégorie des oiseaux que je prendrai tout à l'heure comme exemple. Bon. Alors justement, dans la sémantique du prototype, on a deux idées fondamentales. D'abord, on a l'idée qu'une catégorie se définit non pas par des propriétés définitoires, parce que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que si les frontières de la catégorie sont floues, s'il y a de meilleurs représentants de la catégorie que d'autres, s'il y a des membres de la catégorie qui sont de meilleurs représentants de la catégorie que d'autres membres, ça ne peut pas fonctionner avec un système de catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. Parce qu'avec un système de catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes, les frontières de la catégorie sont très nettes. Hein, on l'a vu, un oiseau, c'est forcément un oiseau. Il a des plumes et il est vertébré. Il a ces deux propriétés, donc il est dans la catégorie oiseau. Il n'y a pas un oiseau et on n'hésite pas sur les catégories. Hein. Alors que dans la catégorisation naturelle, on a vu qu'on hésite. Donc on a besoin, au lieu d'avoir des propriétés et la vérification de propriétés comme critère d'appartenance à la catégorie, on va avoir comme critère d'appartenance à la catégorie l'idée d'un prototype, c'est-à-dire d'un membre qui est un peu le modèle de la catégorie, et le critère d'appartenance va être la ressemblance avec le prototype. Plus du tout le fait que des propriétés soient vérifiées ou pas, c'est-à-dire propriété vérifiée ou pas, c'est binaire. C'est vérifié, oui, c'est pas vérifié, non. C'est complètement binaire. Alors que la notion de ressemblance avec un prototype, de similarité avec un prototype, ben ça, c'est pas du tout binaire, c'est continu. Ça ressemble plus ou moins au prototype. Bon, ça, c'est la première idée, l'idée qu'il y a un prototype pour les catégories, et donc qu'il n'y a pas d'équivalence entre les membres de la catégorie, puisque certains vont être très proches du prototype, et donc d'autres vont être plus loin. Et puis ensuite, il y a la notion qui introduit une autre idée, hein, qu'on n'a pas vue pour l'instant, mais qui est une invention, enfin là, une découverte extrêmement importante, qui est la notion de niveau de base. On en a parlé un petit peu
lorsque je vous ai parlé de l'hyperonymie et de l'hyponymie. Hein. Eh bien, on avait vu, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il y a des relations d'inclusion quasiment illimitées. Hein, vous vous souvenez, dans les catégories, c'est-à-dire que, à partir de, par exemple, si vous prenez chien, bon, bah, chien, c'est une catégorie générale, mais il y a des sous-catégories, hein, les différentes races de chiens, puis à l'intérieur des différentes races, il pourrait y avoir les différentes couleurs ou les différents sous-types à l'intérieur des races, etc. Et puis, chien lui-même appartient à une catégorie un peu plus large qui va être, par exemple, les vertébrés, une autre un peu plus large qui va être, je ne sais pas moi, les êtres vivants qui marchent à quatre pattes, et puis une autre catégorie encore plus large. Donc, vous voyez que, en fait, quand vous prenez une catégorie donnée, il y a plein de catégories incluses dessous, donc des hyponymes, hein, et puis il y a aussi plein de catégories au-dessus, des hyperonymes ou des catégories qui sont incluantes. Bon, ben, ça pose un problème, c'est-à-dire que ça veut dire que, enfin, ça pose un problème, c'est pas que ça pose un problème, ça suppose que vous pouvez, pour désigner quelque chose, vous situer à n'importe quel niveau de la catégorie. Lorsque vous voyez un chien, vous pouvez dire, ben, c'est un chien, mais vous pouvez dire aussi c'est un animal, vous pouvez dire aussi c'est un être vivant, vous pouvez dire aussi c'est un teckel, vous pouvez dire c'est un teckel de tel type, etc. Donc en fait, pour désigner un exemplaire d'une catégorie, enfin pour désigner une chose concrète, si vous voulez, vous avez à votre disposition une infinité de catégories, hein, puisque en fait, toutes les catégories sont incluses les unes dans les autres et vous pouvez choisir un niveau de généralité ou un niveau de spécificité plus ou moins grand. Bon, apparemment, comme ça, dans une description purement logique, vous avez parfaitement le choix. Alors, ce que découvre la sémantique du prototype, c'est que précisément, non, tous les niveaux ne se valent pas. Hein. Tous les niveaux de la hiérarchie catégorielle ne sont pas équivalents et il y a surtout un niveau de base qui est le niveau de dénomination préféré, le plus naturel, le plus évident. Et puis, il y a des niveaux qui sont au-dessus et des niveaux au-dessous. Mais il y a une vraie, comment dire, il n'y a pas une équivalence de n'importe quel niveau de catégorisation. Alors, prenons la première idée, la notion de prototype d'une catégorie. Alors, je reprends cette illustration qui prend pour exemple le cas des oiseaux. Bon, c'est en anglais, je suis désolé, mais on peut très facilement faire un peu l'équivalent en français. Donc, vous imaginez en français que vous avez au centre de la catégorie, qui est donc le prototype, un oiseau qui ressemble par exemple à un moineau. Hein. Je dis le moineau, mais ça pourrait être d'autres qui sont ressemblants au moineau. Mais je prends le moineau parce que c'est peut-être le plus courant, en tout cas dans notre culture. Hein. Bon, tout ça est évidemment variable selon les cultures. Mais dans notre culture, on va dire que le prototype de l'oiseau, c'est le moineau. Bon. Et puis des oiseaux beaucoup moins prototypiques, mais qui sont quand même des oiseaux au sens évidemment, comment dire, au sens biologique du terme, hein, c'est par exemple l'autruche ou le pingouin. Voyez, l'autruche ou le pingouin sont bien sûr des oiseaux, ce sont des vertébrés à plumes, mais évidemment, quand on pense à un oiseau, on ne pense pas du tout prioritairement à une autruche ou à un pingouin. Pourquoi? Parce que précisément, l'autruche ou le pingouin, ils ne volent pas. Et le fait de voler ou de ne pas voler, ça n'est pas du tout une propriété qui fait partie de la définition biologique de l'oiseau, de la définition scientifique de l'oiseau. Mais quand on n'est plus dans la définition scientifique, quand on est dans la catégorisation naturelle par l'être humain, dans son environnement, dans son expérience existentielle, qu'est-ce que c'est un oiseau? C'est quand même quelque chose qui vole, c'est un petit animal qui vole. Bon, donc les gros animaux qui ne volent pas, même si on les appelle scientifiquement des oiseaux, ce ne sont pas des oiseaux au même degré dans l'attitude spontanée, naturelle. Hein. Donc la catégorisation, elle s'effectue comme ça. Il y a des oiseaux qui sont plus oiseaux que d'autres. Le canari ou le moineau, pardon, ou le corbeau sont des oiseaux tout à fait prototypiques. Il n'y a pas un prototype, hein, il y a plusieurs prototypes, mais il y a une espèce de prototype abstrait qui recouvre à un certain nombre de qualités, du type volé, hein, par exemple,
qui sera vraiment au premier plan pour la catégorisation naturelle, pour le prototype, hein, alors que ça n'existe même pas, le critère volé, dans la catégorisation scientifique, d'accord, par conditions nécessaires et suffisantes. Bon. Mais donc, l'oiseau, on va pouvoir, le mot oiseau, on va l'utiliser prioritairement donc pour les prototypes, et on pensera plutôt secondairement à des référents comme le pingouin ou l'autruche pour la désignation du nom oiseau. Alors après, je passe sur les désignations métaphoriques, quand on dit de quelqu'un c'est un drôle d'oiseau, etc. Alors, on peut représenter les choses comme ça, hein. Vous voyez, il y a aussi le kiwi, qui est un oiseau peu prototypique, hein. Et donc, il y a, si vous voulez, une sorte de seuil ici, qui est le prototype de l'oiseau, hein, qui est vraiment celui qui est cognitivement le modèle de la catégorie, si on veut. Alors, un autre exemple avec les meubles, j'en parlais tout à l'heure. Donc, tout ce que je vous dis, là, je vous donne cet exemple pour vous montrer que ce ne sont pas juste des idées générales, hein. Toutes ces notions ont été argumentées par des protocoles expérimentaux, donc avec des expériences de type psycholinguistique, hein. Alors, par exemple, on demande à des gens de juger sur une échelle de 1 à 7 si ce sont des bons exemples de meubles. Et puis on leur donne des listes de meubles, hein. Bon, alors ils vont noter chaises, tables, par exemple, comme des bons exemples de meubles. Ils vont leur donner la note 1 ou 2. Bon. En revanche, télévision ou réfrigérateur, ils vont plutôt avoir la note de 6 ou 7. Mauvais exemple de meubles, hein. C'est des moins bons exemples de meubles. Ça, c'est un premier type d'expérience. Un deuxième type d'expérience consiste à demander à des gens d'écrire le plus vite possible des noms de meubles, hein. Donc, on leur donne, je ne sais pas moi, 1 minute ou 2 minutes ou 5 minutes, et on leur dit écrivez le plus vite possible le plus de nombre de meubles qui vous vient à l'esprit. Et puis, on regarde lesquels viennent en premier, et on fait des statistiques là-dessus, et puis on se rend compte que c'est toujours la même chose. Il y a toujours la chaise, le fauteuil, le canapé, la table qui viennent en premier, et puis en deuxième plutôt le bureau, le lit, etc. Et puis en troisième, des meubles comme la télé, le réfrigérateur, etc. Donc voilà pour la notion de prototype. Donc vous voyez que autant pour l'oiseau, l'idée de ressemblance avec le prototype est assez simple à comprendre. Pour les meubles, c'est un peu plus compliqué parce que ça suppose d'avoir en tête plusieurs genres de prototypes. La définition, si vous voulez, matérielle du prototype est beaucoup plus complexe. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des sortes d'effets prototypiques, c'est-à-dire dans la catégorie meubles, des meubles qui sont moins meubles que les autres, hein. Et c'est ça l'idée de la sémantique du prototype, c'est de dire que tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents et qu'il y a donc un prototype de la catégorie ou plusieurs prototypes de la catégorie. Alors parlons maintenant de la non-équivalence des niveaux dans la hiérarchie des catégories. Donc je vous disais tout à l'heure que bon, quand vous voyez un chien, par exemple, dans la rue, théoriquement, hein, vous pourriez l'appeler, pour prendre juste trois exemples, vous pourriez l'appeler animal, vous pourriez l'appeler chien, ou vous pourriez l'appeler teckel. Lorsque vous voyez une pomme, vous pouvez l'appeler une pomme, ou alors c'est un fruit, ou alors vous pouvez dire c'est une golden, hein, la golden, c'est un type de pomme, bon, etc. Donc vous avez au moins ces 3 niveaux, hein, vous en avez beaucoup d'autres en théorie. Sauf que ce que dit la théorie du prototype, c'est que lorsque vous voyez un chien, eh bien, le niveau de base, le niveau avec lequel, disons, vous allez le plus spontanément répondre, c'est-à-dire la catégorie qui vous vient à l'esprit le plus immédiatement lorsque vous voyez un chien, ce n'est pas la catégorie animal, c'est la catégorie chien, justement. Et ce n'est pas non plus la catégorie boxer, teckel, etc., hein, berger allemand, ou tout ce que vous voulez. Il y a vraiment un niveau de base qui est le niveau de dénomination des catégories. Bon, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est expérimenté. On montre à des gens, par exemple, des photos, des images avec, c'est pas moi, des fruits, des meubles, bon, voilà.
eh bien, quand on va leur montrer, je sais pas, une banane, ils ne vont pas dire c'est un fruit. Ils vont dire c'est une banane. Quand on leur montre une table, ils vont pas dire c'est un meuble. Ils vont pas dire c'est une table de salon. Et ils vont dire c'est une table. Donc il y a un niveau privilégié de dénomination qui est le niveau de base. Et on utilise les autres niveaux uniquement quand il y a un besoin spécial. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser dans un texte ou dans une phrase la dénomination superordonnée animal pour éviter par exemple une répétition. Hein. Vous allez parler d'un chien, le chien a fait ceci, et ensuite au lieu de dire ce chien, vous allez dire cet animal. D'accord? Simplement pour éviter une répétition. Mais là, il y a une bonne raison. Hein. Ou alors inversement, on le verra tout à l'heure avec une citation d'une linguiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de base et des objets de base? Eh bien, selon Kléber, les objets de base ou les objets basiques sont les catégories les plus inclusives, donc les plus larges, hein, dont les membres possèdent un certain nombre de caractéristiques. D'une part, ils possèdent un bon nombre d'attributs en commun. Deuxièmement, ils ont des programmes moteurs qui se ressemblent. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont des programmes moteurs qui se ressemblent. Eh bien, si vous prenez une chaise, par exemple, la catégorie chaise, elle a un programme, enfin, toutes les chaises ont des programmes moteurs qui se ressemblent. Ça veut dire qu'avec une chaise, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez vous asseoir dessus. Bon. Mais quand vous prenez la catégorie meuble, si vous montez, hein, parce qu'on cherche à prendre la catégorie la plus inclusive, si vous allez dans une inclusion plus large que chaise, dans un hyperonyme de chaise, vous tombez sur meuble. Mais meuble, tous les meubles n'ont pas du tout des programmes moteurs semblables. Selon que c'est une table ou une chaise, il n'y aura pas du tout le même programme moteur. Donc, ça n'est pas assez efficace cognitivement comme catégorie, d'où l'intérêt de s'arrêter au niveau de base, c'est-à-dire au niveau chaise. Si je vais au-dessus, si je vais dans une plus grande généralité que chaise, j'obtiens des programmes moteurs peut-être moins intéressants. Alors, si je peux aller à siège, par exemple. Siège, là, ça garde un même programme moteur. Par contre, c'est la propriété suivante qui ne va pas être vérifiée. Il faut qu'il y ait aussi des formes similaires. Vous voyez, les chaises, même si elles sont différentes, elles ont des formes similaires. Alors que les sièges, hein, les chaises ont des formes similaires, alors que les chaises n'ont pas de forme similaire. Et puis, enfin, ils peuvent être identifiés à partir des formes moyennes de la classe, des membres de la classe. Une façon plus simple de dire ça, c'est qu'on peut les dessiner. Vous pouvez dessiner une chaise, vous pouvez dessiner une pomme ou une banane, mais vous ne pouvez pas dessiner un fruit en général. Hein. Vous ne pouvez pas dessiner un meuble en général. Vous ne pouvez même pas dessiner un siège en général. Vous dessinerez forcément une chaise, une table, etc. Donc, il y a une importance de ce niveau de base qui est cognitivement plus pertinent que les autres et par rapport auquel les autres niveaux se définissent. Hein. Alors que dans le modèle classique des catégories, il n'y a aucun privilège d'une catégorie sur une autre. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une infinité de catégories incluantes et une infinité de catégories incluses. Enfin, une quasi-infinité. Il y a un très grand nombre de catégories incluantes, un très grand nombre de catégories incluses. Et au fond, il n'y a aucun privilège de l'une par rapport à l'autre. Hein. Alors que ce que découvre la théorie du prototype, c'est qu'il y a quand même des catégories qui correspondent au niveau de base. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les couleurs? Ben, ces choses-là ont été un petit peu, ont commencé à être découvertes à partir des couleurs. Hein. Vous vous souvenez de la couleur basic color terms? Eh bien, l'idée, c'est aussi de dire que la couleur rouge, il y a un rouge spécial qui est le prototype de la catégorie rouge. Hein. Il y a un rouge, une teinte de rouge, une saturation, enfin une sorte de rouge qui est le rouge prototypique, hein, par rapport auquel d'autres rouges seront un peu plus orangés, ce sera moins le rouge de base. Ce sera du rouge, certes, mais moins le rouge de base. Donc, c'est exactement la même chose ici avec ces catégories et sous-catégories. Bon,
là, c'est une autre formulation des mêmes idées. Hein. Je vous l'ai dit, dans les niveaux de base et même les niveaux subordonnés, eh bien, il y a une gestalt semblable, c'est-à-dire qu'on peut les dessiner. Hein. Et donc, le niveau de base, par rapport au niveau subordonné, c'est le plus général, le plus abstrait pour avoir malgré tout une similarité des formes globales des membres. Bon, on a vu qu'il y avait une similarité des programmes moteurs, ça vaut aussi bien pour le niveau de base que pour le niveau subordonné. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse pour le niveau de base, c'est qu'il soit, le niveau subordonné, c'est utile, mais est-ce qu'on a besoin cognitivement d'une telle précision? Le niveau subordonné, c'est beaucoup plus précis, hein, mais est-ce qu'on a besoin cognitivement de tout le temps donner une précision? Si vous voyez un chien, est-ce que vous êtes obligé de préciser la race de chien dont il s'agit? Bon, non, pas toujours. Hein. On le fait que si c'est vraiment nécessaire. Et c'est une économie cognitive, ça. Bon, on remarque aussi que le niveau de base, ce sont les mots qui sont le plus rapidement identifiés et qui sont les dénominations préférées et qui sont dans le développement du langage qui sont appris le plus tôt. Et puis le niveau de base est neutre, alors que le recours, comme je vous le disais tout à l'heure, à un niveau subordonné ou superordonné doit être justifié contextuellement. Et je vous donne là, comme je vous disais, je vous l'annonçais, un exemple avec cet extrait de Wierzbicka qu'on peut lire ensemble si vous voulez. Dans une histoire de deux chiens, un caniche et un épagnol, on pourrait référer de façon répétée à chacun des deux chiens en utilisant le terme de sa catégorie sous-générique, c'est-à-dire le type de chien. Hein. On pourrait parler des deux chiens en disant il y a le caniche, il y a l'épagnol, etc., plutôt que le terme, alors elle dit el folk genus, c'est-à-dire le terme générique, hein, le terme général, ou le terme de base, pour nous, chien. Hein, elle dit folk genus pour dire chien, pour dire terme de base, afin de distinguer les référents l'un de l'autre. Mais, dans une histoire avec un chien, disons un épagnol, pourquoi devrait-on l'appeler de façon répétée épagnol plutôt que chien? Hein? Le terme épagnol, quand il est employé, véhicule le trait différent sur certains points de ce qu'on pourrait imaginer en voulant imaginer un chien. En d'autres termes, quand il est employé, le terme souligne le caractère spécial du référent. Cet accent mis sur le caractère spécial du référent est parfaitement compréhensible dans un contexte contrastif, par exemple quand il y a une histoire de deux chiens. Hein, donc s'il y a deux chiens, oui, je vais avoir besoin de dire une fois le caniche, une fois je parle du caniche, une fois je parle de l'épagnol. Mais s'il n'y a pas de risque de confusion, comme dans une histoire qui parle d'un seul chien, eh bien, il n'est pas naturel et il est stylistiquement marqué. Hein. Donc voilà, on ne recourt au niveau à un niveau autre que le niveau de base, que si c'est vraiment nécessaire. Alors, vous pourrez lire, là, je vous ai donné un extrait, un résumé d'un extrait de cours de Pachery qui reprend les mêmes idées avec quelques précisions, mais je vous laisserai lire, je passe. Donc, le niveau de base, il est fondamental au moins sous 4 aspects. Hein, l'aspect de la perception, l'aspect de la fonction, l'aspect de la communication et l'aspect d'organisation des connaissances. Une application autre dans un cadre général qui n'est pas spécialement linguistique, vous voyez, on va avoir par exemple en géographie, hein, le niveau de base, ça va être la ville, un niveau superordonné, ça va être le milieu urbain, et puis le niveau subordonné, c'est la ville de Québec. Pour église, on aura église comme niveau de base, monument religieux comme catégorie superordonnée et église Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire une église particulière, comme niveau subordonné. Donc, les thèses principales pour conclure de la sémantique du prototype d'après ce livre de Kléber qui est en français une très bonne synthèse déjà un petit peu ancienne, hein, je ne me souviens plus de quand date le livre, mais ça reste quand même une très bonne approche. Donc, les thèses principales de la sémantique du prototype sont les suivantes. La catégorie a une structure interne prototypique, les catégories naturelles. Hein. Le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie, hein, c'est-à-dire que les exemplaires ne sont pas tous équivalents. Certains sont plus représentatifs que d'autres, donc ils appartiennent plus à la catégorie que d'autres. Troisième caractéristique, on l'a vu, les frontières de la catégorie sont floues. Quatrième caractéristique, les membres de la catégorie sont regroupés par une ressemblance de famille
et non par des propriétés communes à tous les membres. Alors ça, cette notion de ressemblance de famille, je n'ai pas insisté dessus, c'est une notion qui vient de la philosophie, en particulier de Wittgenstein. L'idée que, si vous voulez, il peut y avoir des ressemblances fondées sur des propriétés, des propriétés communes de terme à terme, mais qui ne sont pas communes à tous les membres. Hein. Bon, par exemple, on l'a vu, je ne sais pas moi, l'idée de voler, par exemple, le fait qu'un oiseau vole, eh bien, ça n'est pas une propriété commune à tous les membres de la catégorie oiseau, hein, mais les oiseaux sont quand même regroupés comme tels à partir d'une ressemblance de famille au sens de Wittgenstein, donc c'est-à-dire, bon, enfin, en fait, cette notion, j'insiste pas dessus parce qu'elle n'a pas de véritable implication linguistique. C'est vrai que c'est un rapprochement avec une approche philosophique, mais il n'y a pas on ne peut pas en tirer de caractéristiques descriptives en linguistique. Hein. Ça ne dit pas tellement plus de choses que la notion de degré de représentativité et le fait qu'il y ait une appartenance plus ou moins grande à la catégorie. Bon, l'appartenance à une catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype, hein, ça on l'a vu aussi. La catégorisation ne se fait plus sur des propriétés des membres et sur des propriétés définitoires de la catégorie, mais sur la base de la ressemblance avec le prototype. Et puis enfin, la catégorisation s'effectue d'une façon globale, hein, c'est-à-dire immédiatement on perçoit s'il y a similarité ou pas avec le prototype, et non pas de façon analytique en vérifiant les propriétés l'une après l'autre. Hein. Ça, cette façon de catégoriser de manière analytique, c'est ce qu'on va faire dans une démarche, disons, scientifique, hein, au sens large, disons, une démarche précisément analytique, hein, où on va examiner les propriétés les unes après les autres, et puis on va pouvoir ensuite conclure c'est dans la catégorie ou pas dans la catégorie. Mais dans notre façon naturelle de catégoriser, eh bien, ça ne se passe pas du tout comme ça. Voilà, alors j'en ai donc terminé avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les catégories. Il nous reste un petit peu de temps, traditionnellement, la dernière séance est un petit peu consacrée aux questions, au bilan. Alors, est-ce que, donc je vais peut-être arrêter le partage d'écran pour revenir à l'écran général. Est-ce que vous avez des questions ? Aussi bien sur ce que vous avez à rendre pour l'examen que sur le cours éventuellement? Non? Bon, eh bien écoutez… Oui, pardon. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, oui. J'ai une question, mais il me faudrait pouvoir la formuler. Attendez. Oui, je voudrais savoir si, par rapport aux catégorisations, il existerait en linguistique cognitive une classification dans laquelle, par exemple, le signifiant linguistique appartiendrait, le couple signifiant-signifié appartiendrait à une certaine, occuperait dans les catégorisations une certaine place par rapport, par exemple, à un concept ou à d'autres notions de ce type. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cette théorie des catégorisations peut s'appliquer à des entités ontologiques de type linguistique? Et est-ce que ça a été étudié? Oui, alors écoute, je comprends votre question, c'est une question tout à fait pertinente. Si je peux me permettre de la reformuler, la question c'est est-ce qu'il y a une différence entre la catégorisation conceptuelle et la catégorisation linguistique? Bon, hein, est-ce qu'il y a une catégorisation conceptuelle qui serait indépendante de la catégorisation linguistique? Alors oui, il y a une certaine indépendance, hein. On l'a vu d'ailleurs avec le cas de la catégorisation des couleurs, puisque les études récentes montrent que si la catégorisation linguistique des couleurs influence légèrement la catégorisation perceptive des couleurs, donc au niveau conceptuel, cette influence, elle est limitée. Donc, il y a bien des décalages, hein, et simplement, les distinctions, la question qui peut se poser
avec la catégorisation conceptuelle, c'est est-ce que la catégorisation conceptuelle est prototypique ou pas? Parce que pour la catégorisation linguistique, c'est clair que c'est prototypique. Les catégories véhiculées par les noms du langage, les mots du langage, ce sont des catégories approximatives, floues, etc. Tout ce que vous voulez, hein. C'est ce qu'on a vu avec les meubles, les vêtements, etc. En revanche, pour les concepts, la situation est complètement différente parce que tout dépend du champ d'expérience dans lequel vous situez la conceptualisation. Si vous êtes dans une conceptualisation de type scientifique, ben là, vous allez fonctionner beaucoup plus avec des catégorisations de type conditions nécessaires et suffisantes. Je veux dire, la catégorisation des symptômes des maladies pour les médecins, ben, vous avez des listes de propriétés qui sont des symptômes, et si les symptômes sont vérifiés, s'il y a tant de symptômes de vérifier, il y a le nombre de chances que la maladie soit présente est plus grand. Donc là, c'est vraiment de la catégorisation objective, objectivable, objectivée, c'est comme vous voulez, qui fonctionne pas du tout avec comment dire, des effets de prototype. Voilà. L'effet de prototype, il va fonctionner dans la pratique du médecin. Lui, il va repérer tout de suite que certains symptômes cliniques lui font tout de suite penser à telle maladie. Ça, là, on retombe sur la catégorisation prototypique, la ressemblance avec un prototype. Vous allez avoir, je ne sais pas moi, le prototype je sais pas moi, d'une maladie, n'importe laquelle. Le coronavirus. Le prototype du coronavirus, oui, voilà, comment ne pas y penser. Pour un médecin un peu aguerri, il va tout de suite reconnaître, voilà, ça c'est typique, et puis ensuite il va vérifier avec des tests. Ça, là, on retombe dans le prototype. Mais les tests, après, on sort du prototype et on est dans la catégorisation nécessaire et suffisante, sur les conditions nécessaires et suffisantes. Mais dans d'autres, quand on n'est pas dans la conceptualisation scientifique, parce que le problème de la conceptualisation et du concept, c'est que les concepts, ils n'ont pas les mêmes périmètres, les mêmes, comment dire, pas les mêmes périmètres, ce ne sont pas les mêmes sortes de conceptualisation selon la perspective qu'on adopte sur le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on a de la conceptualisation non linguistique, par exemple pour les couleurs. Bon, oui. Oui, il y a des référents culturels, certainement. Oui, bien sûr, il y a des référents culturels. Mais en tout cas, moi, j'ai parlé uniquement du problème de l'intérêt de la sémantique du prototype pour le langage naturel, pour les langues. Mais c'est vrai que si on se situe au niveau des concepts, la question se pose différemment, parce que là, il faudrait faire l'hypothèse de plans conceptuels différents. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des concepts techniques, il y a un monde des concepts techniques, un univers des concepts techniques, et il y a un univers des concepts naturels, je dirais, pour simplifier vraiment. Oui. C'est-à-dire dans la vie ordinaire, sans être spécialiste de quoi que ce soit, on peut très bien avoir des conceptualisations avec des effets prototypiques pour des choses dont on ne connaît même pas le nom. Oui, c'est vrai, oui. Et c'est vrai que le concept, si on l'adapte à un objet, par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens de parler du concept de chaussette. Par exemple, pour reprendre ce que vous disiez, on parlera plus du concept d'épanouissement, je ne sais pas. C'est vrai que c'est très différent. Oui. Non, mais c'est un problème compliqué. Là, on en parle un peu rapidement, mais c'est vrai que c'est un vrai problème assez compliqué, hein, cette différence entre le plan conceptuel et le plan linguistique au niveau de la catégorisation. Mais ça mériterait d'être examiné de plus près. Mais c'est intéressant parce que ça pourrait très bien être expérimenté, vous voyez, je pense. Par exemple, on voit bien que par exemple, il y a un cas qui serait facile à expérimenter. Ça n'a pas été fait, mais peut-être j'ai un petit projet là-dessus, ça va peut-être se faire. Très intéressant sur l'évolution des capacités de catégorisation des étudiants, des internes en médecine en radiologie. Les internes en médecine, en radiologie, ils débarquent en radiologie, ils ne sont pas du tout spécialistes. Ils découvrent les radios, ils ont des capacités de catégorisation médiocres.
ils voient, bon, ils voient un peu mieux que quelqu'un qui n'a jamais fait d'études de médecine, mais ils ne savent pas du tout repérer s'il y a un problème, s'il y a une pathologie dans un poumon ou quoi que ce soit. Et puis, au bout de quelques mois de formation, leurs capacités perceptives de catégorisation ont considérablement évolué. Et la question est de savoir si, dans leur apprentissage, les dénominations aident à la rapidité de la catégorisation. Et sans doute en partie oui, sans doute en partie non. C'est sans doute les fréquences d'exposition aussi qui jouent beaucoup. Sûrement. Voilà. Mais vous voyez, ça c'est un exemple en laboratoire, enfin je veux dire, un exemple d'expérimentation possible dans un champ professionnel déterminé, mais ça, on pourrait le transposer à toutes sortes de champs professionnels où on voit comment nos capacités comment il peut y avoir une interaction entre des distinctions conceptuelles tirées de la perception. Hein, là, c'est la perception visuelle. Bon, bah, est-ce que j'en tire des concepts de maladie, je vois, etc. Et comment le langage peut m'aider ou pas à mémoriser des structures perceptives qui vont être associées à des concepts. Oui, c'est vrai qu'il y a un étiquetage, en fait. L'étiquetage permet une discrimination. Disons que, effectivement, le fait d'étiqueter, de nommer comme cela, ce qui est vu, permet un apprentissage probablement, moins contribue à rendre routinier cette identification et donc classification, catégorisation de ce qui est vu. C'est ça. C'est surtout qu'au bout d'un moment, on ne peut plus ne pas voir. Hein, on ne peut plus ne pas voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un radiologue, c'est impossible pour lui de ne pas voir la différence entre deux situations, alors qu'un débutant, il ne va pas voir la différence. C'est le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de voir certaines différences. Exactement comme le cas des couleurs. Vous vous souvenez, avec le bleu, les deux bleus en russe, Sini et Goluboy, pour le bleu, les Russes, eux, ne peuvent pas ne pas voir ces deux couleurs. Parce qu'ils ont ces mots pour… Alors que quand on n'a pas ce contraste lexical, on n'est pas obligé de tenir compte de cette différence. On peut en tenir compte ou pas, on a le choix. Mais quand on a les deux mots, on n'a pas le choix, on voit forcément, il y a forcément un bleu qui est obligatoirement Sini et l'autre qui est Goluboy. Ça, il y a peut-être des vagues, des cas limites entre les deux, mais on est obligé de mettre les trucs dans les deux catégories. Ben, pour les radiologues, c'est la même chose. Au bout d'un certain temps d'apprentissage, ils ont un nombre de catégories plus grand qui sont des catégories évidentes et qu'ils ne peuvent pas éviter. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Non? Bon, bah, écoutez, très bien. Je vous remercie de votre attention et puis bah, il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances, de bonnes fêtes de Noël. N'hésitez pas, si vous avez besoin pour vos travaux de fin de semestre, à me solliciter par mail. Hein, je réponds, même pendant les vacances, je réponds quand même aux mails. Donc, si in extremis, vous voyez que vous avez un gros problème, eh bien, vous l'écrivez et puis j'essaie de vous aider. Voilà, bonnes vacances, au revoir. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.